Apéro spécial finale de conf. Les FDC. À ne pas confondre avec les TAB. Voilà. Les TAB, ouais. On s'installe. Les pénaux. C'est aïe, ça. Oh putain. Allez, on va essayer de parler d'un autre sport que celui où il faut essayer de mettre un ballon dans un rectangle. Ici, on va parler de ballon dans le cercle. Si vous croisez des Suisses comme Clint Capella, n'hésitez pas à leur dire bonjour. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Moi, ça va pas. Hein bon, en tant que patriote français, je suis un peu déçu de... Le sel est fort. Le sel est sérieux. Hein. Ouais. Voilà, on comprend mieux nos amis belges. Tout à fait. On les comprend mieux. Hein, et on comprend mieux nos amis les Warriors. Ouais, on comprend mieux nos amis les Warriors. Comme plein d'autres copains qui ont connu la fameuse légende du 3-1 lead. Ouais. Comme quoi, cette fois, c'est quasiment 70 millions de personnes qui désormais sont au courant de cette fabuleuse légende. Ouais. N'hésitez pas à regarder les enquêtes de Trash Talk. On est là pour parler surtout de finale de conférence, car pendant que on a un petit peu du mal à terminer les Suisses en prolongation, eh bien on a surtout des finales de conférence qui continuent à l'Est et à l'Ouest. On avait fait des petits points au sein des séries. Des jolis petits combats. Bien sûr, on avait fait des points déjà au sein des séries en milieu de parcours, au premier tour, au deuxième tour. Là, on est en finale de conf. On avait regardé gentiment le début de la série avec l'incroyable Game 1 de Devin Booker à domicile face aux Clippers. On avait vu l'incroyable Game 1 de Trae Young en déplacement à Milwaukee. Au moment où on vous parle, je dis bien au moment où on vous parle, nous avons 5 matchs joués dans une série à l'Ouest et que 3 matchs joués dans une série à l'Est, dont le 4e ce soir. Alex, je te propose de démarrer tout de suite dans la conférence Est. Dis-moi, voilà, ok, Bucks Hawks. Atlanta-Milwaukee. Point sur les 3 premiers matchs, juste avant le 4e match qui a lieu ce soir. On a eu un Game 1 qui a été remporté par Atlanta avec un triangle stratosphérique. Triangle stratosphérique, du gros John Collins, des Hawks qui restent bien dans le match tout au long de la partie. Il y a eu des petits écarts et tout, mais dans l'ensemble, ils sont bien restés dans le match. Ouais. Et qui ont su faire la différence au moment où il fallait dans le Money Time, pendant que Milwaukee retombait un peu dans ses petits travers, des travers qu'on avait bien mentionnés lors de la preview. Hein. Tu en avais parlé, tu avais dit ouais, les Hawks, ils peuvent rester dans les matchs et tout. Est-ce que c'est ils auront une chance en fin de match. Moi, j'avais dit oui, l'une des clés pour les Hawks, c'est de ne pas avoir de trou d'air, d'être bien discipliné, justement, pour être dans le match et éviter de prendre des gros blitz dans la gueule. Sur le Game 1, ça s'est vérifié. Les Hawks, quand ils sont dans le match et que c'est serré, et que Trae Young est quand même stratosphérique pour guider un peu tout ça et faire en sorte qu'il y ait des paniers qui rentrent quand il y a besoin qu'il y ait des paniers qui rentrent quand même. Bien sûr. Ah non, mais ça ils ont une chance. Exactement. Game ça, 1. C'est la leçon, l'histoire du Game 1. Tout à fait. Game 1 emporté par les Hawks, 116-113, j'ai le score sous les yeux, 48 points et 11 passes de Trae Young, on avait pu le voir. Shimmy Shake de l'épaule ou passe contre la planche en plein match de finale de conférence pour John Collins, parce que, après tout, la vie est une fête. Je vous avoue que j'étais particulièrement charmé et séduit par la performance de Trae Young et aussi des copains autour. Donc tu parlais de John Collins, mais aussi, comme on a pu le voir sur ses playoffs, un excellent Kevin Huerter. On a pu voir très bon match, aussi 2-3 belles choses de la part de Clint Capella, qui continue à bien transpirer sur ses playoffs vu les match-ups qu'il a. Donc le Game 1 a été remporté, mais pas vraiment le sentiment que la série allait soudainement basculer. On attendait une vraie réaction de Milwaukee au Game 2. On avait eu un Chris Middleton qui était dégueulasse au Game 1 et une adresse à 3 points qui était absolument horrible pour les Bucks. Par contre, sur le Game 2, ça a été Milwaukee du début à la fin. Alors, le Game 2, c'est un massacre. Clairement. C'est un énorme blowout de 125-91. Oui, voilà. Mais c'est presque envie de te dire, ça c'est pour l'anecdote. Le truc, c'est que c'était torché à la mi-temps. La mi-temps, il y avait 30 points ou 32 points d'écart, je sais plus exactement. Ouais. Dans le premier quart-temps, ça allait encore, hein, les Hawks, ils sont là, ça bataille et tout. Par contre, deuxième quart-temps, rouleau compresseur, donc compression de qualité proposée par les Daims. Hein. Donc ils ont pris les faucons, puis ils les ont compressés. Hein. C'est ça. Et ça a fait très très mal. Les 3 points se sont mis à tomber. La défense a commencé à faire très très mal, assez bien resserré. Ils ont été très attentifs aussi dans le repli, où les Hawks aiment bien, avec les Gallinari ou les Huerter ou les gars comme ça, choper des petits pull-ups en transition ou semi-transition. C'est-à-dire qu'en défense pas remplacée, là les Bucks ont fait...
Non. Bien sûr. Ils ont mis un impact physique très très fort, que ce soit pour les rebonds, que ce soit dans l'agression du cercle, à travers notamment Giannis, mais pas que lui. Non, il y en a eu plein, des garçons qui l'ont aidé. On a notamment le deuxième très bon match de Jrue Holiday de suite. On en parlait comme une des clés de cette série. Sur son premier match, il a eu un peu plus de mal, mais... Non, sur le premier match, il est énorme. Non, sur le premier match, il est énorme. T'as raison. Sur le Game 1, il est énorme parce que c'est Middleton qui est pas bon. Et sur le Game 2, tout de suite, impact de Jrue Holiday. Brook Lopez rentre ses 3 points. On a tout le monde qui s'y met. C'est vrai que, comme tu le dis, sur l'intensité, moi, je me suis dit, ok, sur le Game 1, on a un peu slalomé entre les balles. Là, on a fait Néo dans Matrix. Genre, allez, on évite le 3 points de Connaughton. On évite, on gratte quelques lancers de la part de Trae et compagnie. On gratte des rebonds et tout. Là, il n'y a pas eu. Et puis, dans le sillage de Jrue Holiday, la défense des Bucks et donc Jrue Holiday ont rappelé à Trae Young que genre voilà, on n'est pas chez Mémé. Oui, on n'est pas à Philadelphie. Voilà, on n'est pas à Philadelphie. On peut pas se balader Eric Bledsoe n'est plus là. C'est ça. Tout ça quoi. C'est un peu compliqué, c'est clair. Pire match de ses playoffs pour Trae Young avec beaucoup trop de balles perdues. Jrue Holiday était énervé. Tout à fait. 8 à 9 balles perdues pour Trae Young. C'était on remet les scores à 0, mais quelque part Atlanta fait le travail qui pour moi était inespéré. Même dans la preview, je me disais récupérer l'avantage du terrain. Waouh, tout à fait. Tu retournes à Atlanta en ayant remporté un match à Milwaukee, ce qui d'ailleurs, je crois qu'on en parlait dans la preview, était pour moi un miracle absolu que quelqu'un aille gagner à Milwaukee. Parce que Milwaukee n'avait pas perdu un match de playoff à domicile jusqu'ici. Non, tout à fait. Ouais. Et quand tu vois ce Game 1, je me dis, waouh, qu'est-ce qui peut se passer ? Game 3, avec un scénario assez fou, parce que Atlanta démarre bien, excellente réussite à 3 points. Moi, je me disais, bon, c'est un Hawks game. C'est-à-dire que tu as Danilo Gallinari qui commence à rentrer ses shoots, t'as tout le monde qui y va, Trae Young très agressif dans le premier quart-temps, quelques soucis de faute en effet pour John Collins qui a passé une soirée catastrophique. Compliqué la soirée de John Collins sur le Game 3. Ouais. Trop de fautes. Mais je voyais un petit peu le scénario, je me disais, bon, ok, on arrive à maintenir quelques leads, on est dedans, même quand il y a Milwaukee qui revient à la mi-temps, je me dis, bon, il y a encore la main sur le game, et puis dans le quatrième quart-temps, c'est un des moments les plus déprimants de la saison. Évidemment, c'est jusqu'ici une réussite totale cette saison du côté des Hawks, mais quand on voit ce quatrième quart-temps, il y a un Chris Middleton jordanesque qui met 20 de ses 38 points, je crois. Je dirais. Tout à fait. Qui met 20 de ses 38 points dans le quatrième quart-temps. Et cette fameuse blessure de Trae Young, où là, l'ambiance a complètement chaviré. Donc là, il y a Chris Middleton qui se prend pour Kevin Durant. Il y a Trae Young qui se fait mal. Il y a l'impact physique des Bucks qui... C'est-à-dire, si tu as l'impact physique des Bucks, il est tout le temps là, mais qu'est-ce que ça fait mal quand il y a Middleton comme ça qui rentre ses tirs et tout. Plus, bon, on n'a pas encore trop mentionné son nom. Comment il s'appelle ? Mais mince. Le grec, là, tu sais. Avec 15 lettres. Ouais, le tout droit, là. Ah, Giannis Antetokounmpo. Ouais, voilà, lui. Qui envoie un petit match un petit peu sérieux quand même au Game 3 ou j'ai mal vu ? Il a pas de technique, Alex, par contre. Parce que là, je me suis juste amusé à répertorier ces lignes de stats. Bon, ah oui, t'as joué au loto là, je vois. Ouais, j'ai fait point, rebond, passe de Giannis sur les 8 derniers matchs. Oh, même sur les playoffs. C'est assez sale. Ouais, j'ai pris les 8 derniers parce que je me disais, bon voilà. 33-14-2, 34-12-3, 34-12-4. Date de naissance. 30-17-3, 40-13-5. Donc ça, c'est le Game 7 contre les Nets. 40-13-5. Tu peux redire, c'est un game quoi ? Game 7 contre les Nets. 40 points, 13 rebonds. C'est à l'extérieur. Ah oui, c'est à Brooklyn. Passe. 34-12-9 dans la défaite au Game 1 contre les Hawks. Un petit 25-9-6, mais là, il faudra regarder son temps de jeu, mais ça va être 27 minutes parce que c'est même plus un blowout. Le Game 2, c'est un massacre. Et là, donc, au Game 3, 33 points, 11 rebonds, 4 passes. Bref, quoi qu'il arrive, Giannis roule. Alors, ouais, il rate des lancers. J'ai noté là, sur la série, là, contre les Hawks, donc en 3 matchs, il est à presque 31 points avec 10,5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre. Voilà. Il est quand même... Bon, c'est vrai qu'il est horrible à 3 points, il est à genre 18%, mais il est à 60% au tir quand même. Ah, il a 60% au tir, et puis il y a quelques lancers, on l'a mis dans le rythme en comptant jusqu'à 14, puisque avec Giannis, évidemment, il abuse de ouf là. Eh oui, mais que veux-tu il abuse de ouf. Est-ce que la Ligue interviendra ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve ça plus drôle qu'autre chose. Allez, vas-y, oui, non, prends tes lancers. C'est pas très grave. Moi, j'ai plus le sentiment perso qu'il prend trop de temps. C'est juste ça, perso. Mais en fait, je vois pas en quoi ça l'avantage, en fait. C'est ça. C'est juste... En fait, l'avantage... Il est tellement stressé qu'il a besoin d'autant de temps pour shooter, ou c'est quoi le délire en fait, Un des avantages qui était souligné par certains observateurs des Bucks, c'était que c'est une machine qui brûle tellement d'énergie. Giannis joue tellement à 400%, on a dit souvent que dans la veine des Westbrook, c'est des temps morts pour lui.
Non mais c'est vrai, c'est pas con. C'est vrai que pour un joueur comme ça, et Dieu sait si on a pu en parler des fois avec des joueurs comme Evan ou d'autres, que souvent les lancers francs c'est aussi un moment où tu recharges les batteries. Et donc pour Yanis, bon, il prend 3 minutes pour tirer de lancer, c'est comme ça, c'est regrettable. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'en effet il déroule, il est trop dominant. On va avoir l'occasion évidemment d'en parler en long et en large, mais Milwaukee surtout s'empare de la rencontre alors que Atlanta comptait sur un excellent encore Onyeka Okongwu qui est rentré du banc et qui a eu un impact de dingue sur la rencontre. Il est bon, hein. Ben oui, tu mènes de 5 points à peu près dans ce Money Time. Trae Young revient alors qu'il était passé au vestiaire. C'est plus le même. Atlanta blow vraiment le petit lead qu'ils avaient. Tu ne laisses pas, on en avait parlé je crois dans la preview, tu ne laisses pas à Milwaukee la possibilité de rester dans ces rencontres. Atlanta qui est mené de 15 points, Philadelphie peut le témoigner, ils sont capables de revenir. Mais alors Milwaukee qui est mené de 12 points, ils se grattent le cul en courant. Ah, ils peuvent revenir. Rien à foutre. Ils sont plus forts, on peut le dire, que les Hawks. Complètement. Les Hawks qui avaient bien maîtrisé les Knicks, qui ensuite ont fait complètement déjouer les Sixers. Là, on voit bien que Milwaukee, c'est une toute autre équation. Pas le même level. Tu peux pas tellement empêcher Giannis de faire ses stats. On peut me dire ce qu'on veut, mais ça pèse. Il prend plein de rebonds, il score, il provoque des fautes. Il met la pression aussi en permanence. C'est une concentration de tous les instants, on l'a vu. Hein. Dès qu'il y a une petite erreur de placement là, de Capella ou de John Collins, bah, il y a faute. Ou dunk. De lancer. Enfin, tu vois, genre, voilà. Donc, effectivement, avec ce Trae Young, c'est un petit peu inquiétant quand même. Enfin, je veux dire... Bon, non pas que les Hawks, on les avait pas mis favoris tous les deux et tout, non pas qu'on se dit ah c'est dommage, ils étaient à 2 doigts de passer et tout, non c'est pas vraiment le sujet, mais juste c'est un peu con parce que j'ai l'impression quand même qu'il a mal. Il a vraiment mal, ils ont fait une IRM au pied, ils se sont rendu compte que c'était vraiment mal. Pour ceux qui n'ont pas vu l'action, c'est vraiment en glissant son pied sur un arbitre qui est sur le côté du terrain, donc c'est vraiment la blessure conne. Il y a eu vraiment une bascule. Est-ce que l'arbitre a fait un dirty play ou pas ? Non. Je sais que certains aiment bien cette théorie, mais non, l'arbitre est juste situé au mauvais endroit au mauvais moment, ça glisse, la cheville tourne un petit peu, il a vraiment mal au pied, et donc il est incertain pour le Game 4 de ce soir. Je pense qu'il va serrer les dents et qu'il va pouvoir jouer. Les Hawks sans Trae Young, par contre... complètement. Non, c'est les Saint-Louis Hawks. C'est un peu compliqué. Ça va être compliqué quand même. C'est quoi les options ? C'est Lou Williams, c'est quoi la main ? Non, c'est Lou Williams, tu peux donner la balle à Kevin Huerter qui provoque un petit peu, qui crée, mais sinon c'est chaud. Non, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Donc c'est clair que là, t'as le sentiment que Atlanta s'est pris un double coup de poing dans le ventre, c'est déjà de se prendre le Chris Middleton 4e quart-temps, parce que tu l'avais ce match. C'est un match que Atlanta gère assez bien. Ils étaient complètement en place. Hein. Je suis d'accord. Tu défends bien, à 3 points t'es en réussite, tu te dis merde, je vais pouvoir essayer de gérer ça. Là, tu perds ce match et en plus, Trae Young le dit lui-même, il a mal. Le staff des Hawks, Macmillan, moi j'ai vu un petit peu, ils sont là genre bah en fait il a vraiment mal. Et alors pour le coup, quand t'as mal, enfin quand déjà t'es Trae Young, que tu dois gérer un nombre invraisemblable d'attaques pour les Hawks. Ah bah le usage rate là, il est malade. Élevé. Et qu'en plus derrière tu as des tueurs à gages comme Chris Middleton, Jrue Holiday, Pat Connaughton et les rotations de Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo qui t'attendent avec le couteau entre les dents et que t'as mal au pied. Non, c'est clair que les Bucks, c'est pas une équipe que tu peux jouer pas à 100% parce que eux, ils te maltraitent, quoi. Bah, t'as gagné 3 points sur le Game 1 avec un Trae Young qui était légendaire. Stratosphérique. Ouais. Et un gros John Collins. Tout à fait. Mais donc, il fallait aller là et que Milwaukee ait une réussite à 3 points comme ils en ont pas eu depuis. Enfin, c'était quoi la dernière fois qu'ils ont shooté aussi mal ? C'était peut-être le Game 3 contre les Nets, peut-être, ou peut-être le Game 1 contre Miami. Ouais, peut-être le premier match contre Miami, enfin ce genre de match quoi. Mais ils montrent qu'ils peuvent y arriver et que ta marge d'erreur, je crois que c'est ce qu'on avait discuté un peu dans la preview, que la marge d'erreur des Hawks, bah c'est voilà, c'est trop léger. Donc 2-1 pour les Bucks. On avait dit quoi ? On avait dit 4. Moi j'avais dit 4-1 Bucks, je crois. Aussi, j'ai dû partir sur 4-1. Ça y ressemble. Hein. Ouais. Ça y ressemble. On n'y est pas. Mais c'est un scénar qui ressemble. Ça ressemble à ces séries dont on avait déjà discuté. Je crois que c'était le Brooklyn-Philadelphie il y a 2 ans avec D'Angelo Russell, où le Game 1 te choque un peu et après tu déroules. Le Game 1 il est remporté par les Hawks. Milwaukee se fait un petit peu secouer, mais sinon, une fois qu'on regarde les autres scénarios, c'est un peu Milwaukee. Le gros blowout du Game 2, là, il remet complètement les Bucks dedans. Quoi. Il leur fait se dire ok, attendez les gars, non, bien sûr. On est plus fort. Quoi. Ce qui après. Comment dire ? Le Game 2 est hyper rassurant côté Bucks. Le Game 3, il faut quand même un énorme Middleton dans le 4e quart-temps pour revenir. Et un gros Giannis. Et un gros Giannis, évidemment. En fait, ils ont les deux, en fait, bien là, sûr. dans le Game 3. Ils le gagnent pas si simplement que ça. Quoi. Et on n'a pas mentionné Bobby Portis, qui a fait aussi des belles entrées en jeu. Bel impact de Bobby Portis, tout à fait, tu as raison de le mentionner. Très bel impact. Et offensivement, mais j'attends là les prochains matchs des Bucks pour qu'ils ont vraiment une... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont vraiment le plateau qui est sur les mains.
Il y a 2 ans, vous étiez à 2 matchs des finales NBA, vous y êtes à nouveau. En face, ils ont une équipe un peu avec un meneur blessé. Il faut qu'ils déroulent sur les prochains. Est-ce que vous êtes capable là, est-ce que en gros, au Game 4, est-ce qu'à la mi-temps, on se regarde, on fait bon, bah ouais. Belle saison. Ouais, voilà. Belle saison des Hawks. Genre, tu sais, 23 points d'avance ou je sais pas quoi là. Parce qu'après, tu vas à Milwaukee. Hein. Et alors là. S'il y a 3-1 en rentrant à Milwaukee, normalement, je sais que les 3-1 lead en ce moment, c'est pas trop la fête, mais quand même. Écoute, ils ont qu'à prendre Kylian et puis on verra. Peut-être que j'aurai une chance de gagner. Non, c'est méchant. Non, c'est méchant, puis c'est pas justifié. C'est une défaite collective, c'est pas justifié. Mais c'était pour la punchline. La perte de balle de Tout à fait. Voilà. Ils ont qu'à mettre l'anglais en défenseur triangle et on verra. Voilà. On reste sur 4-1. Oui, moi ça bouge pas. Ça va pas bouger. Moi non plus. Malheureusement pour les Hawks, j'ai envie de dire. Et en même temps, les mecs vont sortir de là, potentiellement, la tête haute. En mode genre, bah tu sais quoi, on va revenir l'année prochaine avec les mêmes gars et les gars à 100% et tout, puis on va progresser. Ouais. Je suis assez d'accord, il y a juste un angle que je voulais voir avec toi quand même, parce que ça a été pas mal discuté. Et on parle en effet de... J'étais content que tu ramènes ces stats-là, parce qu'on parle du 4e carton de Chris Middleton, on parle des Bucks là qui jouent face à des Hawks où Trae Young est blessé, on essaie de voir qui ils vont avoir en face, s'ils vont jusqu'en finale NBA. J'ai vu 2 écoles s'affronter lorsqu'on a vu le 4e carton de Chris Middleton. Il y a eu l'école... c'est quand même génial d'avoir un mec comme ça qui peut get buckets dans le 4e carton. Et donc, c'est fort aussi de la part des Bucks et de Giannis d'accepter chacun son rôle et de dire, là c'est vraiment Middleton time, c'est notre closer, et donc c'est comme ça. Il est chaud, on y va. Et j'ai une autre école qui disait en face, et je veux bien l'avis des gens là-dessus, c'est pour ça que je te pose la question, et des gens qui disaient ouais mais Giannis c'est pas un closer quoi. Et genre heureusement qu'il a Middleton à côté de lui, et donc patati patata. Il a un lieutenant qui est All-Star, qui est payé une blinde, faut bien qu'il peut pas faire que des matchs à 15 points comme le Game 1 et le Game 2. Tout à fait. En plus, c'est pas comme si... Je vois ce que veulent dire les gens, et c'est pas complètement faux. C'est vrai que si les Hawks avaient fait l'erreur de trop panacher, en gros, ils ont bien appuyé sur Middleton, c'est-à-dire là où ça fait mal. On soulignera au passage tous les écrans que lui fait Giannis et toute la gravité qu'il a lui aussi quand il roule, et que du coup, Middleton, il peut un petit peu plus facilement pull-up, hein, parce que les intérieurs reculent, parfois ça joue le drop. Enfin, tu vois, genre, Giannis n'y est pas pour rien. Giannis y est pour plus que juste vas-y Middleton, tu vois. Genre, il est pas juste sympa et collectif. Il sert le jeu. Et en plus, c'est pas comme si dans ce match-là, Giannis faisait un match de merde. Je veux dire, tout le reste du match, là, avant que Middleton prenne feu pendant le 4e quart, je répète, Giannis a mis 33 points, il a pris 11 rebonds, il a fait 4 passes d'est dans ce match 3. Je veux dire, à un moment donné, il envoie un match de salaud. Donc oui, son lieutenant, et c'est son lieutenant, ouais, on voit un finish de malade. Je suis d'accord. Je positionnais juste mais ouais, t'as raison. Je m'étais juste jugé parce qu'il y a eu 2 écoles, et en fait, si je le pose là maintenant, c'est parce que on va voir ce qui va se passer sur les 3 prochaines semaines. Et on va voir si ça se trouve, les Bucks vont aller en finale NBA, si ça se trouve, il va se passer des trucs bien pour eux, on sait pas. On aura peut-être l'occasion de faire des previews et tout ça, voir qui ils affrontent et compagnie. Mais au moment où on tourne cette vidéo, Giannis est donc à 30 points, 13 rebonds et 4 passes de moyenne sur les playoffs. Un truc comme ça, ouais. En ayant lâché un match à 40 points dans un Game 7 en déplacement, en ayant battu Miami au premier tour qu'il a fait sortir l'année dernière. Genre, quand est-ce qu'on va aussi rendre du crédit à Giannis et quand est-ce qu'on va se rendre compte que juste... C'est pour ça que j'ai relevé les bordels. Tout à fait. Je le pose sur ça parce qu'il y a un moment où, certes, il est peut-être pas dans les attentes qu'on a de LeBron, KD, où c'est à la fois des alpha dominants et en plus finishers. Ils ont un petit peu ce côté complet là. Mais en même temps, juste le mec est trop dominant. Genre, moi, quand je vois Giannis jouer en ce moment... Déjà son Game 7 à Brooklyn. Défend en plus Giannis. La défense et le bordel qu'il fout là dans la raquette d'Atlanta, qui certes on peut me dire est pas très peuplé, mais quand il faut leur rouler dessus. On est en train de voir un gars qui a 26 ans fait des dingueries totales, et si là il arrive à aller jusqu'au bout, attention, parce que comment tu fais pour l'empêcher d'aller au bout la saison d'après et ainsi de suite. Ouais. Et puis si à 26 ans t'es 2 fois MVP, défenseur de l'année et MVP des finales d'une équipe qui a jusqu'au titre en ayant lâché 30 points de moyenne pendant toute une catch, c'est sale, hein. Pardon, même moi. C'est sale. Donc oui, rendons du respect aux Grecs, quoi. N'est peut-être pas un closer incroyable qui va te fermer un match à coup de jumper comme a pu le faire Middleton là dans le Smash 3. Ouais. Mais quelque part,
ça reste quand même lui, et je trouve d'assez loin le meilleur joueur de Milwaukee, le patron, le mec qui dicte le tempo, le mec qui fait vraiment mal à l'adversaire, le mec dont l'adversaire a le plus peur. Alors après, il est vrai que Middleton est peut-être pour Atlanta tout aussi insoluble presque que Giannis. Ou valuable, ouais. Parce que quand il est comme ça, là, Middleton, c'est vrai que pour Atlanta, en plus, il n'y a pas DeAndre Hunter. Non. Ah, c'est un gros problème. Hein. Les 2-3 fois là où tu te retrouves avec du, je veux pas leur faire offense, hein, mais des Huerter ou des Gallinari. Tu vois, l'autre Middleton, il est déjà en feu, il voit Gallinari ou Huerter arriver sur lui, il fait cool, trop bien. Attention, il y a Giannis qui roule, les gars. Hop là, hop là. Tu vois, regarde là-bas, il y a Giannis qui roule. Hop là. Tu vois, non. Donc ouais. C'était juste remettre un peu de point sur les i par rapport à Giannis, parce qu'il y a quelque chose d'assez énorme. Et en effet, je pense que ce qui joue dans cette image, c'est à la fois le fait d'être non closer et aussi qu'au lancer, il y a quelque chose d'assez école primaire, tu vois, tu te dis genre merde, il est pas aussi bon que ça au lancer, donc c'est pas un garçon qu'on voit. Moi, franchement, à chaque fois qu'il prend un 3 points moitié pull-up, je suis là, mais pourquoi tu le prends ce tir? Tu m'énerves en fait. Bien sûr. Tu vois, ça, je comprends tout à fait que ça énerve. Mais peut-être que, voilà, on est sur un tandem. Et trio pour certains avec Jrue Holiday, hein, vu qu'il a été énorme sur le début de série. Compliqué à jouer. Hein. Que quand t'as un mec forward / pivot / on sait pas trop de quelle planète il vient, qui tourne à 30 points de rebond de moyenne, en défendant vachement bien, en prenant ses responsabilités dans des Game 7, et que à la fois, comme il l'a dit, il prend ses responsabilités, il accepte les challenges, mais aussi parfois il sait que quand Chris Middleton est chaud, il faut lui donner la balle. Peut-être qu'on va pas forcément voir ça sous le scope de Kobe, Jordan, le point tendu, mais un peu plus aussi comme putain, Giannis en vrai, genre quel joueur, parce qu'il sait aussi qui sont ses gars en feu et il connaît ses propres limites en fait. Si ça va au bout comme ça, avec un Giannis qui tourne en 30 points, 12 rebonds pendant tous les playoffs, attention au respect. Bah, à un moment donné, il faudra dire ouais, c'est vrai que sur certains matchs, le facteur X, ça a été le coup de chaud de Middleton ou la réussite au tir de Jrue Holiday ou quoi, mais le baromètre, le trompe pas. En fait, c'est bien d'être Shaq, mais Grecs, hein. C'est bien d'avoir Kobe parfois dans certains matchs pour faire la diff, mais si t'es Shaq, quoi. Bah ouais. Ça va pas plaire ça. Je sais que ça va pas plaire. Là, tu viens de reconnaître quelque chose là, non? Je sais qu'il y a des gens qui vont faire des compas. Genre ils vont tu vois ou pas, ils vont séquencer, ils vont dire genre ouais, t'as trash talk, ils ont comparé Middleton et Giannis à Shaq et Kobe. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que dans le sens rouleau compresseur. Ouais, non mais qui a ses limitations techniques. Ouais. Avec un gars qui est meilleur closer et qui a juste plus de polyvalence dans le jeu, en tout cas offensif. Bah tu te dis c'est marrant, c'est déjà un combo qu'on a vu précédemment et qui a fait 2-3 trucs quand même. Qui a fait 2-3 dégâts, Qui a fait 2-3 dégâts parce que tant qu'Giannis envoie ce genre de ligne de stats avec cette domination un peu dans tous les périmètres un peu, c'est-à-dire que ouais, il a pas trop le shoot et tout, par contre il peut vraiment, genre faut regarder les matchs des Bucks et regarder un peu toutes les aides qu'il propose, l'organisation qu'il amène en défense, les décalages qu'il crée en attaque. Pat Connaughton et Bryn Forbes, ils sont bien contents. Puis là je suis curieux de voir la suite parce que là on l'a vu pas mal de fois, là il reçoit la balle au poste et tout, il enfonce un peu son défenseur, il essaie de l'enrouler ou de glisser un petit spin ou un petit mince up and under à la, j'allais dire à la McHale, mais on n'y est pas encore. Mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, il a à une main, là, il tient la balle comme ça et tout. S'il taffe ce genre de move, il aura peut-être jamais un shoot à 3 points de malade. Par contre, s'il commence à taffer au poste, donc il peut rouler, il peut avoir la balle en main, il peut kick out, il peut Eurostep depuis la ligne à 3 points. Quand il chope des rebonds offensifs, de toute façon, il se réveille, il se relève, il dunk. Enfin... Non, c'est relou. En défense, il peut switcher sur ton meneur et sur ton pivot dans la même défense, dans la même séquence, quoi. C'est quand même assez fou, ça. C'est pour ça qu'on va voir là sur le match de ce soir, le Game 4, si Milwaukee peut mettre le pied sur l'accélérateur. Il y a encore des rotations parfois de Mike Budenholzer où on se pose des questions parce qu'on a des line-up avec et à la fois Giannis et à la fois et ou Tucker et Portis et Brook Lopez. Donc tu te demandes si t'es en 1984 ou en 2021. Parce que parfois tu regardes ça, tu te dis genre wow, Budenholzer, il continue parfois à faire des bêtises sur sa série. Donc attention en anticipation du tour suivant, parce que ce sera pas les mêmes coachings et les mêmes effectifs. Ce sera pas les mêmes adversaires, tu diras des choses différentes. Exactement. Mais on reste donc sur 4-1 comme on a dit avec Alex, 2-1 et j'attends évidemment, comme on attend tous, les avis des fans des Hawks, des Bucks ou simples observateurs qui aiment cette finale de conférence Est. On enchaîne ? Allez, hop. On va s'occuper de la conférence Ouest. Alors là, pour le coup, je ne sais même pas par où commencer. On va essayer chronologie, parce qu'on a vu le Game 1 de Devin Booker dimanche soir, une dinguerie totale, peut-être le dernier match qu'on a vu aux heures françaises. Combien de points déjà ? Dimanche soir, ouais. Il y a 10 jours. Quoi, 40 points ? 40 points, 13 rebonds, 18 points dans le troisième quart. Ouais, hyper sale son troisième quart, un triple-double pour son premier match de finale de conf. Chris Paul est pas là, Booker il a fait
no Chris Paul, no problème. Et voilà, c'est ça, je m'en occupe. Ouais. Game 2, tu l'emportes aussi 2-0 pour les Suns. Avec un Booker Show au Game 1, Cameron Payne Show au Game 2. Hein. Incroyable. Attends. Cameron Payne from China qui nous fait son match de CP3 dans CP15, il n'y a pas de problème. Mais il fait un match de genre... Ah lui, il a sécurisé le bag fort. Lui, il va avoir un contrat, Cameron Payne. Il fait un gros match, hein. Son Bien Game 2, c'est très très fort. Donc ouais, les Suns se sont retrouvés à mener 2-0 avant de partir à Los Angeles. Game 3... Clippers motivés. Retour de Chris Paul de son Covid. Info importante quand même. Clippers motivés. Vraie détermination défensive des Clippers. Paul George qui continue son chantier. Reggie Jackson, il fait des playoffs de façon vraiment de très très haut niveau. Un gros Zubac qui a mieux résisté à Ayton que lors des Game 1 et 2. Parce que Ayton est quand même un problème pour les Clippers depuis le début de cette série. De toute façon, on va en parler. Donc, bien meilleure défense. On fait déjouer les Suns. Les Suns qui ont très mal shooté. Donc, on avait Booker avec son nez cassé et Chris Paul en sortie de Covid. C'est pas du tout pour les... pour les dédouaner. Mais le fait est que ça se voyait qu'ils étaient pas bien en forme et les Clippers sont parfaitement appuyés. Ils les ont laissés un peu les deux, Booker et Paul, faire du hero ball et un peu monopoliser un peu trop la balle alors qu'ils n'arrivaient pas à rentrer les tirs. Et ça a un peu cassé le mouvement de balle sympa des Suns qu'on avait vu jusque-là. Ils en ont très bien profité, les Clippers, pour remporter ce match 3 et se remettre un peu en selle dans la série. Vous étiez en plus, si je dis pas de bêtises, vous n'aviez pas perdu de match depuis octobre dernier. Enfin, ça faisait 9 matchs de playoff de suite que vous gagnez, puisque vous étiez mené 2-1 par les Lakers. Vous gagnez la série 4-2, 4-0 contre Denver et 2-0 contre les Clippers. Donc je veux dire, il y a un moment aussi où il faut dire stop, hein, gentiment. Donc tu perds le Game 3 en effet, et kudos pour les Clippers, qui en plus sont contents depuis quelques semaines de retrouver leur public. On avait vu le Game 6 contre le Jazz, où ils étaient complètement en feu avec Terrence Mann et compagnie. Ouais, puis on pouvait se faire du souci pour eux, parce qu'on l'a même pas dit, mais le Game 2 se termine quand même à la dernière seconde avec le alley-oop de Crowder pour Ayton et tout, machin, enfin tu vois, genre... Alley-oop au buzzer, les lancers loupés... Tu peux te dire, oh là là, mentalement, les Clippers, ça se trouve, ils vont craquer. Non, bien sûr. Comme ils nous le montrent d'ailleurs depuis le début de ces playoffs, d'ailleurs. Avec Tyronn Lue à la baguette. Tout à fait, on avait vu Paul George louper ses lancers, on se demandait ce qui allait se passer avec Pat Beverley et Devin Booker, parce qu'il est bien rentré sous sa peau, comme on dit, under his skin, pour voir si ça allait un petit peu le travailler, et... Tu tiens, tu reviens à 2-1. Après, le Game 4 est un massacre dans tous les sens parce que c'est un match vraiment de grind à petit score. Il y a quoi ? Il y a 84-80. 84-80, ouais, c'est ça. Et alors, je n'ai plus la stat sous les yeux, mais... Une guerre de tranchées. Je crois que les 3 dernières minutes de jeu ont duré 35 minutes. Ah, les 3 dernières minutes de jeu ont duré 30 minutes. Des reviews dans tous les sens. Il y a un passage dans le 4e quart où pendant quasiment 4 minutes, il n'y a pas un point de marqué ni d'un côté ni de l'autre. Pas un point. Pas de lancer, rien. Pas un point. Le score, il bouge pas en fait pour presque 4 minutes. C'était Spurs-Nets 2003. Spurs-Nets 2003, Pacers-Knicks 93 ou 94 d'ailleurs. Enfin, bref, voilà ce genre de petite série très technique. Hein pleine de filoches. Voilà. Et au milieu de ça, on a des Suns qui gardent la tête haute. On a un DeAndre Ayton. Tiens, lui, dis donc, tu parlais de Cameron Payne qui a sécurisé le bag. Bah, tu sais que DeAndre Ayton, à mon avis, là, il vient de se sécuriser. Attention, lui, à chaque match, il regarde son agent, il fait bon. Bah, c'est pas mal ça. Ça va comme premier player. Dis donc, c'est... Non, 19 points, 22 rebonds, monstrueux. Et puis au-delà des chiffres, une activité complètement dingue. Et puis t'as 22 rebonds, tu vois, ça montre une activité, quoi. Il a plus combien de rebonds offensifs, très mal au rebond offensif. Il a créé des secondes chances de fou pour des kick-out à 3 points, enfin c'est vraiment... gros écrans et tout. Tu vois vraiment l'évolution de DeAndre Ayton, où il l'a dit d'ailleurs, je crois que c'était... Je sais plus si c'était en sortie de Game 4 ou en sortie de Game Chris Paul, 2. Game 4, en sortie de Game 4, il dit que... Il disait que Chris Paul est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa carrière, et tu m'étonnes. Parce que quand tu vois comment DeAndre Ayton joue dans ce match, c'est vrai que c'était bien. Le match il est remporté et tu mènes 3-1, tu te dis bon, normalement là ça va, tu reviens à la maison. Tu mènes 3-1 avec le Game 4, tu mènes 3-1 alors que Chris Paul et Booker n'ont pas fait un grand match en fait au Game 4, tu vois. Tout à fait, donc ce qui est quand même bien pour les Suns. Tout à fait, donc normalement quand tu rentres à domicile, t'es là pour finir. T'es là pour finir le travail. Bien sûr. Moi je pensais d'ailleurs que vous alliez finir, j'avais mis 4 ans dans la preview, je me disais bon, normalement là, Phoenix, gros public, Booker,
Ayton, Chris Paul, tout le monde est dans les rangs. Et quelques minutes avant le match... Toujours pas de Kawhi, évidemment, en face. Hein. Tout à fait, pas de Kawhi. Et pas d'Ivica Zubac qui n'est pas présent dans le match. Il est blessé. Au ACL. Donc tu te dis, ok, ça sent quoi? C'est pas le drapeau blanc, évidemment, mais normalement, là, les Clippers devraient rendre leurs armes et encore dans la continuité de leur playoff. Et là, pour le coup, on a vraiment un Paul George toujours aussi énorme dans le combat. Waouh! Toujours aussi énorme dans le combat, il se bat au rebond, il distribue pour les copains, il montre l'exemple en défense. Franchement, ça fristouille un peu avec Booker. Ça se fristouille et tout. Et puis est-ce que Booker défend sur lui? Booker refuse pas le challenge. C'est une tête de con, on peut discuter de son caractère, mais par contre, putain, et moi je m'attendais pas à ce que Booker reste aussi souvent sur Paul George en fait. Il a pris la sauce. Là, hier, la nuit dernière, au moment où on tourne cette vidéo, il a pris vraiment la sauce parce que Paul George, autant il shoot mal depuis le début des playoffs, on peut le dire, ou depuis au moins le début de la série, quoi. Ça shootait quand même faiblement. Hein, genre, je crois qu'il était même pas à 40% au tir. Tu vois. Au global, ouais, mais après, il est globalement fort sur ses playoffs. Non, mais bien sûr. Mais là, la différence, c'est que non seulement il était toujours dans le combat, les rebonds, les passes, investissement défense, mais en plus, il a mis 41 points en ratant quasiment rien. Quoi. Ouais. Là, il était en feu au tir. Donc là, ça devient très, très compliqué à tenir. C'est tout à fait. C'est le Paul George superstar. C'est le Paul George que les Clippers attendaient depuis sa signature, qu'ils avaient vu par petits moments, ici ou là, à droite à gauche. J'en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo, je crois que c'était la preview justement de cette série. On se disait genre, est-ce que c'est le Paul George justement qui est capable de faire des dingueries? Quand il joue comme ça, il est stratosphérique, il rappelle à quel point c'est un des meilleurs ailiers au monde. Ouais. Confiant, responsabilisé. Randy sait vraiment tout faire, il est smooth, il peut vraiment avoir la balle en main, il peut jouer sans ballon, il peut vraiment défendre le plomb. Il a dans le côté small ball, là, comme il n'y avait pas Zubac, parce qu'ils ont fait jouer un petit peu des Marcus Cousins, qui d'ailleurs nous a mis des très belles minutes, faibles minutes en termes de quantité, parce que il a du mal à défendre. Donc c'est vrai que Tyronn Lue peut pas le laisser longtemps sur le terrain. Il est rendu. Compliqué. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant ce qu'il apporte. Mais voilà, quand c'est vraiment small ball, Paul George apporte vraiment au rebond. J'insiste beaucoup là-dessus parce que vraiment tu sens qu'il est focus dessus. Il vient vraiment se battre, faire ses écrans de retard, même si c'est Ayton ou quoi, tu vois. Et ça, c'est vachement important en fait. Bien sûr. Pour les Clippers et leur défense qui fonctionne assez bien. Et qui, Booker il shoot pas très bien sur ce match 5, mais il est agressif, il va chercher de lancer, puis il rentre quand même quelques gros 3 points dans les moments où il faut. Il finit quand même par mettre, je sais plus, 30 ou 32 points, un truc comme ça. Donc bon, ça reste un match offensif où on peut se dire, bon, les Clippers, ok, ils le tiennent pas trop mal, mais ils prennent quand même 30 points. C'est plus encore une fois Chris Paul qui a, série compliquée. Face à son ancienne équipe, ça a démarré avec le Covid, il a raté les 2 premiers matchs. Là, tu sens que ça manque un peu de rythme. Tu te demandes s'il est pas complètement remis, tu vois, de la fatigue, des séquelles et tout. Parce que là, j'ai regardé Chris Paul, là, sur les 3 matchs qu'il a joué face aux Clippers, donc le match 3, le match 4 et le match 5. Il est à 32% au tir. Ouais. Il est à 12% de loin. 3 points, ouais. Il est à 2 sur 16 de loin, Cricri. De toute façon, c'est... Et en tout, il est à 19 sur 60 au tir, alors qu'il y a eu du mid-range. Là, on a vu vraiment du Chris Paul qui se glisse derrière l'écran, en mid-range, son petit shoot à 5 mètres, trop court, bricasse, enfin, les trucs un peu inhabituels. C'est le baromètre Chris Paul, en fait. C'est on a besoin. Les Suns en ont besoin. Ouais, le meilleur moyen de savoir si Chris Paul... ça va, comme sur la série face aux Lakers. Hein. Autant Denver, il n'y avait rien à redire, parce que là, vraiment, il aurait mis la sauce. Monstrueux. Autant face aux Lakers, on avait vu, après la blessure du Game 1, on se disait genre, le meilleur moyen de voir où on en est sur le baromètre Chris Paul, c'est sortie d'écran et le petit tir à mi-distance, sur une jambe. Et si ça fait vraiment des grosses gamelles, ou trop long ou trop court, parce que c'est un lay-up pour Chris Paul depuis le début de sa carrière, si ça rentre pas, c'est qu'il y a un souci. Oui. Et il est encore considéré, encore à son âge et pour un paquet d'années, comme un des meilleurs mid-rangers de toute la NBA. Donc c'est vrai que là, il loupe des trucs un peu aisés. Qui font mal, enfin qui manquent. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a aussi, Cameron Payne, on voit bien, là, il est pas à 100%, tu vois. Donc du coup, t'as vraiment sur le poste 1, t'as Chris Paul qui a du mal à trouver le rythme et à être efficace, et t'as Cameron Payne qui, quand il rentre, là, avec la petite blessure qui s'est faite au Game 3, où il a joué vraiment pas longtemps, tu vois, tu sens que derrière il a pas tout à fait son peps habituel, que du coup Monty ne l'utilise pas forcément autant qu'il pourrait. Donc est-ce que c'est pas, comment dire, les Suns sont devant, ils menaient 3-1, ils mènent encore 3-2. Tu vas en déplacement à Los Angeles et t'en as encore à la maison après. Ils peuvent gagner à Los Angeles, ils l'ont montré déjà, il n'y a pas devant. Mais est-ce que le principal problème ou inquiétude que doivent avoir Monty Williams et son staff actuellement, c'est bon, notre baromètre là, Chris Paul, il en est où exactement?
comment on aborde ce Game 6 où on sait très bien que les Clippers, eux, se sont quand même bien remis là mentalement. Paul George va être au taquet. Les Marcus Morris, les Nico Batum qui fait qui fait encore une bonne série, tu vois, Nico Batum, et ça va nous sortir des Kennard, un peu des Marcus Cousins, du Beverley, du Terrence Mann, du Reggie Jackson, bien évidemment. Est-ce que t'es inquiet toi pour les Suns ou que ça pue le Blue Truman Lead? Non. Vous allez finir la mode, hein, donc. Tout à fait. Je me fie, hein. Je pense que vous allez finir le travail gentiment. Je pense juste que c'est un match qui sert aussi d'apprentissage. C'est pas plus mal en fait. C'est-à-dire que les Suns, tu menais en effet la série 3-1, là tu l'amènes 3-2, t'as un match en déplacement, il t'en reste un à la maison, t'as totalement la possibilité sur 48 minutes. Ça ne vous fait pas peur, on a parlé pendant la preview, ça vous fait pas peur d'aller au Staples Center. Vous en avez déjà remporté un et vous allez pouvoir le faire dans quel que soit le modèle. Moi c'est pas une inquiétude, je pense juste que s'il y a un truc qui doit avoir lieu, c'est même pas forcément de savoir si Chris Paul va faire ou ne va pas faire son match, parce que il va trouver un moyen de contribuer, que ce soit dans le leadership, dans la distribution, l'exécution des systèmes. C'est plus que les 2 matchs que vous perdez, vous prenez des sauces en fait. Genre défensivement, vous êtes capable quand même de montrer mieux. J'aime bien certains schémas défensifs qui ont été faits sur, en effet, Paul George, et il y a un moment où tu ne peux rien faire. C'est un match comme ça arrive, Paul George, il te met la sauce, c'est terminé. Par contre, tu te prends 116 points. Tu t'en prends 106 sur vos 2 défaites. Sur les autres matchs que vous avez gagnés, vous avez beaucoup plus serré la ceinture. 106, ça va. Non, tout à fait, ce que je veux dire par là, c'est que... 116, c'est un peu beaucoup, mais 106, c'est honnête. Sur les 3 matchs que vous remportez dans cette série, autant le premier, c'est une course de dragster à 120-114, autant l'autre, il y a 104-103, celui que vous finissez, et on est plus dans votre range. C'est-à-dire que pour moi, si tu es dans une fin de match où il faut uniquement exécuter, ne joue pas au scoring avec... Utah peut te le confirmer, ne joue pas à la course au scoring avec les Clippers. Oui, parce ils ont des bons shooters partout. Ils ont des bons shooters, donc à mon avis, juste... S'il y a un vrai travail défensif qui est fait par les Suns pour éviter que Reggie Jackson joue comme Damian Lillard ou que Marcus Morris joue comme LeBron, enfin tu vois ce que je veux dire par là, je grossis le trait, mais je suis d'accord. Hein. Je pense qu'il doit avoir une espèce des choses à travailler en défense. Je mettrais la priorité personnellement sur la défense, qui moi m'a un petit peu déçu sur les 2 défaites. Non mais c'est vrai, c'était un peu dur. Et où il tu est peux pas du coup facile à baquer. défendre ce small ball là aussi, hein, c'est vrai, faut le reconnaître. Hein. Ah mais il faut rendre à Tyronn Lue. C'est compliqué. Hein, il faut rendre à Tyronn Lue. Et aux joueurs des Clippers aussi à Tyronn Lue et aux joueurs des Clippers, tu vois, qui adhèrent au truc, qui respectent les consignes, ça se voit, le spacing et tout. Ah mais c'est ce que j'allais dire, c'est juste sur Tyronn Lue, en effet, le mec il utilise des rotations où le mec improvise, il nous a montré ça depuis le début des playoffs, il se permet là parfois de mettre du Batum ou pas du Batum, du Beverley ou pas du Beverley. Ivica Zubac, bon il est blessé, mais il a montré que Ivica, tu lui enlèves ça du roster, il va trouver un moyen de s'ajuster. Donc on leur laisse le crédit. Et d'ailleurs, quand tu me parles par exemple de Chris Paul, moi je pense que le travail qui a été testé par les Clippers avec des têtes de relou en fait, avec des Terrence Mann et des Pat Beverley et des mecs qui viennent un peu saouler vos bookers et Chris Paul, ils sont bons à ça en fait. Ils sont très très bons pour rentrer dans ta tête. C'est là où j'en veux un peu entre guillemets à Booker et à Chris Paul. Plus à Chris Paul d'ailleurs, parce qu'il a quand même plus d'expérience. Je l'ai trouvé un peu, même quand ça rentrait pas, je l'ai trouvé un peu insistant. À des moments où ça sert à rien. Je trouvais qu'il oubliait un peu de circuler. Je trouve que Mikal Bridges est un petit peu trop oublié en attaque. Je suis d'accord avec toi sur la défense. Je trouve aussi que là où les Suns ont su parfaitement annihiler les Nuggets en appuyant là où ça fait mal dans la défense adverse, ils ont du mal à le faire. Alors les Clippers sont mieux organisés, et puis avec leur small ball, et puis ils ont des têtes de con et tout, c'est vrai, mais Chris Paul a tendance un petit peu à s'entêter là. Complètement. Et à vouloir absolument et tout, mais le Hero Ball, c'est pas le jeu des Suns. Donc faites circuler. Faisons circuler, trouvons nos shoots ouverts, paniquons pas, les Suns peuvent tout à fait aller gagner au Staples Center et la série est terminée. Si ce match 6 part à l'avantage des Clippers, faudra jouer un match 7 à la maison avec ce Paul George qui est en feu, avec ces Reggie Jackson et ces Marcus Morris qui vont pas se poser de questions et tout. Tu sais que c'est ça a une sale gueule de piège potentiellement, donc t'as 2 cartouches. J'aimerais bien que ça soit la première en fait. Je pense que ça peut être la première. Je vérifiais juste numériquement les 2 matchs que vous perdez contre les Lakers. Vous prenez 2 fois 109 points. Là, vous avez pris 106 et 116 points. Statistiquement, vous mettez votre adversaire sous la barre des 105. C'est 95% de chances de l'emporter en fait. À partir du moment où vous verrouillez les gars en face, vous trouvez un moyen de scorer. Je suis d'accord, mais je trouve que j'insiste quand même, on est tellement mauvais sur certaines phases offensives
que du coup, Paul George ou Terrence Mann, en fait, ils ont un open court, ils ont une transition, ils ont un truc, tu vois, genre... Vous rentrez dans leur jeu. Hein. Oui, exactement. Vous rentrez dans leur on rentre dans leur jeu. Et ça, c'est ce que Utah a fait à certains moments et ça leur a coûté une série. Il faut rester dans ton identité Suns. Ouais. Je pense que vous allez faire le travail, ça peut être 4-2, je crois que tu avais pronostiqué 4-2. Moi j'avais pronostiqué 4-2, donc je vais le garder. Hein. On va garder ça. On est en place. C'est ça, moi j'attendais 4-1 et vous n'avez pas su faire le travail d'office. Non, j'avoue. Mais dites-nous, vous, surtout ce que vous allez voir comme fin de série. Est-ce qu'on est sur Bucks Suns comme on l'avait pronostiqué en début de preview, en tout cas non. C'est les mecs. Ah si. Si, on l'avait dit. Est-ce que vous avez vous aussi pronostiqué Bucks Suns et à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qui va se confirmer? Nous, on reste dessus. Oui. Ça bouge pas. Oui. Et bon, après, sur le reste de la série, voilà, je pense que ça vous ferait du bien de terminer au Staples Center. En termes moral, genre, les gars, on a laissé juste passer une chance. Ah, pas deux. On est clairement la meilleure équipe dans cette série. Les vétérans, là, on a besoin d'eux. Les Crowder, les Chris Paul, tu vois, un Crowder bien motivé, là, quelques tirs qui rentrent. Il est assez crado, Crowder, sur cette série en termes de shoot, là, tu vois. Ouais, mais... contre les Lakers, c'était pas... Contre les Lakers, non, il était pas... Mais Denver, c'est mieux. Il pesait un peu mieux, tu vois. Là, je sais pas, j'aime pas trop ce qu'il propose. Après, je veux bien reconnaître qu'il n'est pas forcément toujours bien mis en place. Donc bon, il y a un travail. Les Clippers sont relous à jouer, hein. On le savait et ça se confirme. Peut-être qu'on aura un Game 7, peut-être pas. Dites-nous ce que vous voyez. Dans tous les cas, on va évidemment se tenir au courant et enchaîner sur les petits apéros. On vous fait plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour d'autres sujets d'actu NBA. Ciao.